Salut à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, je reçois deux grands spécialistes du triage. J'ai nommé Thibaut Desjardins et Jean-Marie Quérembrun. Dans cet épisode, nous allons donner une définition au triage, donner les grandes familles de pathologies d'exclusion et expliquer pourquoi, même lorsque vous n'êtes pas en première intention, vous avez besoin de ces outils. Je suis sûr que vous allez apprendre des choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous soutenir en likant, partageant, commentant les posts. Ça nous aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut à toutes, salut à tous, je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux grands spécialistes du champ musculo-squelettique. C'est peut-être la première fois que j'ai deux personnes en simultané, donc ça va être cool. Sur une thématique assez actuelle, on va parler de triage, de screening, de différentes choses. Mais avant de laisser la parole à mes invités, comme d'habitude, je vais vous présenter mes liens d'intérêt. Je m'appelle Mathieu Loubière, je suis kiné, aussi spécialisé en musculo-squelettique, donc ça nous fait, on va dire, un lien d'intérêt idéologique, aussi également très admirateur, adorateur d'OMT France, ce qui nous fait encore un autre lien idéologique, et j'ai un lien financier, enfin, parce que ce podcast est hébergé par GMK, mais également avec mes deux interlocuteurs qui travaillent avec nous autour d'une thématique qui est le triage. Ils organisent une formation, donc forcément ça nous fait des liens d'intérêt et qu'on va dire que sur le papier on s'y aime bien, donc je préfère l'annoncer d'abord, c'est toujours important de savoir où on met les pieds. Et ceci étant dit, bonjour Thibaut, bonjour Jean-Marie, bienvenue dans ce podcast. Je vais Bonjour peut-être Mathieu, vous laisser vous présenter. Peut-être Thibaut, tu es à gauche de mon écran, donc je te laisse te présenter en premier. Ok, merci Mathieu déjà pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Thibaut Desjardins, je suis kiné diplômé de l'école de Rennes en 2011. Après, du coup, j'ai enchaîné avec un diplôme d'épidémio et de biostat en 2012. Et ensuite, en 2014, j'ai commencé un cursus long en ce qu'on appelle la thérapie manuelle orthopédique, donc pratique avancée en musculo-squelettique avec le cursus canadien que j'ai fini en 2022, ce qui m'a permis d'être fellow OMT France en 2023. À côté de ça, j'ai fait plusieurs autres formations. Donc, je suis certifié en Mackenzie que j'ai fait en 2019. Diplômé en dry cleaning aussi en 2019. Je suis nouvellement diplômé en Mulligan en 2024. J'ai fait plein de formations, que ce soit d'entretien motivationnel, sur du raisonnement clinique, sur Fat Cook, Romain Artico et François Angelium, Annie Schmidt, Lasplet, Codigan, enfin plein de gens comme ça. Je suis aussi conférencier, que ce soit au JFK, au JTMO. Je suis maître de stage, directeur de mémoire. J'ai été auteur de plusieurs articles et de chapitres de livres, et je suis aussi co-auteur du guide du triage qui avait été fait par OMT France. J'enseigne du coup en formation initiale et continue, donc formation initiale avec l'école de Rennes, et du coup j'ai aussi des liens d'intérêt puisque j'enseigne du coup pour GEMK à Dole, mais j'enseigne aussi avec Abilis à Nantes, FRP à La Rochelle, Access Formation à Bordeaux, Check-up à Paris, et j'enseigne aussi en Belgique du coup avec l'Université catholique de Louvain où j'ai été invité du coup par Laurent Pitance et l'HELB, donc l'Haute École Libre de Bruxelles, qui est quelque chose qui est en rapport avec l'ULB du coup à Bruxelles. Et voilà, et à côté de ça, j'ai deux enfants de 4 et 2 ans. Et je travaille en Bretagne en libéral. Et voilà. Très complet. Je te remercie pour tout ça. Jean-Marie, si tu peux également te présenter, s'il te plaît. Donc moi je suis Jean-Marie Quérembrun. Du coup j'exerce en libéral à Lannion avec Thibaut en cabinet libéral du coup plutôt axé musculo-squelettique. Je suis diplômé de 2011 de l'école de Rennes également parce qu'on était dans la même promo. Moi j'ai eu un cursus de formation assez proche de celui de Thibaut au final, mais j'ai commencé par un diplôme en kiné du sport, donc en formation longue. Après j'ai fait pas mal de formations en thérapie manuelle, mais plutôt des concepts de traitement en fait, donc trigger, neurodynamique, des choses comme ça. Formation sur la douleur. Et puis en fait une des formations moi qui m'a vraiment fait évoluer, je trouve au niveau pratique, c'est Mackenzie. Donc on a fait l'assertif avec Thibaut, mais c'est vraiment un concept qui m'a amené à me poser un peu plus de questions sur ce que je faisais au quotidien et qui m'a fait beaucoup progresser. Et ensuite, on a enchaîné quelques formations communes avec Thibaut sur des formations avec l'agence EVP ou des choses comme ça, hein, pour pas les citer, mais
avec des experts, des choses comme ça, qui étaient vraiment pertinentes sur le diagnostic, sur le raisonnement clinique et la thérapeutique. Des formations aussi en communication, donc que Thibaut a cité. Et puis dernièrement, du coup, je m'étais lancé dans un concept TMO un peu plus long avec l'IMPT, qui s'est arrêté en route. Donc j'espère pouvoir achever un jour un cursus un peu plus long pour passer le fellow aussi. Pour ceux qui savent pas ou qui ne connaissent pas, du coup le fellow c'est un peu un grade de reconnaissance, un niveau de pratique en fait reconnu par l'IFOM, qui est l'organisation internationale en thérapie manuelle orthopédique. Euh, et du coup, j'espère terminer un de ces concepts-là prochainement. Et récemment, on a fini aussi Mulligan en passant l'assertif là c'était au mois de mars, si je dis pas de bêtises. Mars ou avril. Qui est une bonne formation aussi qui s'intègre bien au concept de raisonnement clinique et tout ça, donc c'était vraiment passionnant. Et puis après, pour mes activités autres, du coup, j'interviens aussi en formation initiale à l'IFPEC. Donc, avec des cours qu'on partage avec Thibaut sur de la recherche biblio, sur des cas de situation clinique, etc. Je suis aussi directeur de mémoire, tuteur de stage forcément, et puis en formation continue du coup sur la thématique qui nous réunit aujourd'hui, avec les mêmes organismes que ce que Thibaut a évoqué, sauf Bruxelles et la Belgique où moi je franchis pas la frontière encore pour le moment. Euh, et puis j'ai écrit un article aussi avec Thibaut du coup sur le triage. Peut-être qu'on pourra mettre le lien du coup de l'article dans la description. Et je suis membre de la cellule scientifique de l'OMT France, tout comme Thibaut. Donc voilà, en gros pour les liens d'intérêt, je pas de conflit avéré quoi, mais plutôt des liens et des connivences avec certains concepts forcément. Ok, super, je vous remercie. Donc vous avez un parcours assez presque en miroir, j'ai envie de dire, vous formez une team même dans l'enseignement. Effectivement, c'est bien de préciser que vous êtes membre de OMT et qu'on va parler sans doute un peu de TMO, hein, puisque vous devez être un petit peu comme moi, vous devez exfuser la thérapie manuelle orthopédique. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, on a déjà enregistré 2 épisodes, un avec Thomas Anzinski et un autre avec Sophie Taillefer, si vous êtes intéressés pour comprendre ce que c'est, dans lequel on revient assez longuement sur le processus de fellow, ce qu'est un fellow, à quoi ça sert, etc., etc. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est effectivement le triage. Peut-être qu'on pourrait commencer par une première question que je pourrais se poser. Est-ce que vous pourriez déjà nous définir l'un ou l'autre ce qu'est le triage pour vous et quelle définition on retrouve dans la littérature? Ok, alors le triage, en fait, c'est une procédure de dépistage pour les patients qui présentent en fait des signes ou des symptômes de pathologie qui sont potentiellement graves. Donc le but, ça va être de savoir si notre patient, on va pouvoir le prendre en charge en kiné et du coup le réorienter au besoin, du coup de manière urgente, de manière immédiate, ou alors on va pouvoir le garder, mais avec quand même une suspicion de pathologie grave. Donc on va devoir affiner au fur et à mesure notre protocole par rapport à ça. Et j'ai l'impression que je voulais dire quelque chose aussi par rapport au triage. Non, ça doit être une bêtise que je voulais dire, mais j'ai oublié. Est-ce que Jean-Marie, tu veux rajouter quelque chose à cette définition? Non, pour moi c'est vraiment dans le cas de figure où le patient se présente avec des signes et symptômes qui peuvent évoquer des pathologies qu'on rencontre couramment au cabinet, mais du coup c'est des pathologies qui vont pouvoir mimer ces conditions, qui nécessitent une action un petit peu différente d'une prise en charge standard où on va les suivre en kinésithérapie. Et ça peut du coup nécessiter une réorientation vers d'autres professions et des spécialistes du coup de ces pathologies-là. Et je pense que le but aussi c'est de comprendre que on peut avoir des niveaux de préoccupation qui sont différents pour des mêmes pathologies, c'est-à-dire qu'il y a des gens chez lesquels on va suspecter certaines pathologies mais qu'on va quand même conserver en soins pour suivre l'évolution et éventuellement changer d'avis sur l'action à mener en fonction d'une évolution ultérieure. Et il y en a d'autres qu'on va du coup référer assez rapidement ou même en urgence, suivant du coup le cas de figure et la pathologie présente. Mais du coup, on pourrait se dire peut-être que a priori, il n'y a pas besoin de référer puisque nous recevons les gens avec des ordonnances. Donc, a priori,
la professionnelle médicale qu'il a rencontrée devrait avoir procédé à ce type de triage. Comment vous pouvez expliquer du coup que ce soit important pour les kinés? Thibaut, peut-être. Alors déjà maintenant depuis un an, on a la possibilité de recevoir les patients en accès direct avec la loi RIST. Dans un certain contexte, que ce soit physique avec l'histoire de travailler dans MSP ou quoi que ce soit, enfin on va pas rentrer dans le détail forcément. Donc là, c'est des patients qui ne vont pas voir de prescripteurs avant nous. Il y a déjà ce contexte-là qui va être vraiment important. Et il y a aussi le fait que quand nous, on travaille dans notre cabinet avec une ordonnance, en fait, entre le temps que le patient a vu son médecin et le temps qu'il vienne nous voir, il a pu se passer plein de choses. Une lombalgie simple peut se transformer finalement en queue de cheval. Et ça, il faut savoir connaître les signes d'alerte là-dessus. Entre deux séances aussi, c'est des choses qui vont être aussi importantes de savoir. Est-ce que mon patient il a évolué entre lundi de la semaine dernière et le mardi de cette semaine? Et encore une fois, quand mon patient il revient 2-3 mois plus tard avec la même ordonnance finalement pour la même chose, est-ce que il a toujours les mêmes signes et symptômes qu'on avait pu repérer au départ? Puisque finalement, à chaque fois qu'on voit notre patient chaque jour, c'est comme une sorte de première intention chaque jour. Ouais, je compléterais juste ça aussi sur le fait que je pense qu'il y a aussi certains cas de figure où établir un diagnostic ou une suspicion sur une pathologie, des fois c'est un peu complexe. Je pense qu'on a tous eu des cas où on avait un doute entre deux présentations qui sont des fois assez proches. Et je pense que il y a aussi ça, c'est que certains patients nous sont adressés parce qu'ils présentent des symptômes qui peuvent évoquer assez facilement des pathologies qu'on rencontre très couramment au cabinet. Euh, et pour autant, des fois, bah, c'est pas cette pathologie-là. Euh, Moi, je me souviens d'un patient assez typique qui venait avec des symptômes de radiculopathie et de radiculalgie, donc des douleurs irradiantes dans le membre inférieur, clairement qui avait une présentation a priori qui avait l'air très ressemblante avec ce qu'on peut rencontrer dans les cas de sciatique et qui au final, en fait, à l'évaluation initiale et sur le suivi que j'ai pu faire sur les quelques jours qu'on suivi la première consultation, en fait avait une métastase osseuse au niveau de l'iliaque et en fait avait un cancer pulmonaire qui était métastasé et ça ressemblait beaucoup. En plus, il avait des antécédents de cette pathologie-là parce qu'il avait déjà été opéré. Donc il y avait des éléments qui étaient assez confondants parce que du coup il avait des pertes de réflexes et des choses comme ça qui étaient déjà ultérieures, mais il y avait certains signaux moi qui collaient pas. Et puis en fait avec l'historique et puis le fait que voilà il était très algique etc. En fait on a poussé un petit peu les investigations avec le médecin. Et au final, on a découvert quelque chose de complètement différent de ce qu'on aurait pu penser au départ. Et je pense que faut peut-être changer un peu de vision sur ce qu'on peut avoir conceptuellement et puis sur ces dernières années et décennies. C'est-à-dire que oui, le médecin, il nous l'adresse avec une ordonnance, etc. Mais je pense qu'il faut voir ça comme une collaboration et que des fois, en fait, on a un rôle à jouer aussi dans justement guider le patient et aider aussi les autres professionnels de santé à orienter le mieux le patient pour qu'il ait la thérapeutique la plus adaptée à son problème, mais le plus rapidement possible, quoi. Et malheureusement, des fois, le médecin généraliste n'a pas forcément le temps nécessaire aussi pour faire un bon examen. Et ça arrive très régulièrement, à mon avis, d'être parfois plus spécialiste que lui en musculo-squelettique. Du coup, ça peut être pertinent d'avoir aussi des fois un retour entre lui et nous. Nous aussi, qu'on travaille aussi des fois avec des rhumatologues ou des neurochirurgiens qui nous adressent des fois des patients dans une vision de peut-être opération ou non. Et du coup, dans ces cas-là, ça peut être aussi intéressant d'avoir notre bilan pour savoir un petit peu ce qu'il en est, quoi. Ok, est-ce que alors parfois on peut lire ou on peut entendre qu'il y a une différence entre le screening et le triage. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui fait sens ou vous mettez ces deux noms dans à peu près le même process? Peut-être Thibaut. Alors, en fait, le triage, il est axé sur la gravité et la réorientation. Tandis que le screening, en fait, il va être préventif et il vise à détecter précocement les problèmes de santé. Donc, ça va nous permettre notamment à des patients de pouvoir faire de l'éducation sur leur expliquer qu'est-ce qui pourrait se passer et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire. On parle très couramment notamment de la queue de cheval qui doit normalement être opérée dans les 6 heures à peu près. Au bout de 48 heures, on n'opère plus. Donc, ce sont deux concepts très proches mais essentiel pour la prise en charge optimale des patients en kiné. Et voilà, donc le screening, vraiment la différence par rapport au triage, c'est qu'il ne se concentre pas uniquement sur les signes d'alerte, mais il vise à détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent plus graves. Ok, Jean-Marie, tu voudrais rajouter quelque chose à ça ou pas? C'est des concepts qui sont assez proches. Je pense que
enfin, ça fait souvent amalgame aussi, je pense, hein. On utilise un peu les termes des fois, pas forcément à bon escient. Et je pense que la nuance, elle se situe un peu ouais, dans la temporalité avec laquelle on emploie les termes. Euh, le triage, il se passe chez quelqu'un qui se présente avec des signes et symptômes et souvent dans une situation d'urgence, euh, alors que le screening peut se faire chez quelqu'un qui présente pas du tout de signes et symptômes, mais qui peut par exemple présenter des facteurs de risque ou des comment dire des signaux d'alerte un petit peu, comme par exemple, je sais pas, avoir un peu de diabète ou avoir ça correspond à des facteurs de risque en fait de pathologie, et auquel cas en fait on va peut-être mener des investigations supplémentaires avant que le problème ne soit là pour éviter qu'il ne survienne en fait. Ça marche. Et alors justement, Jean-Marie, est-ce que, comme on parle de problèmes, est-ce que vous pourriez, enfin, tu pourrais nous donner, on va dire, quelques grandes familles de pathologies qui sont un peu l'archétype de ce qu'on peut retrouver en triage? Alors, je pourrais le faire, mais je crois que je vais faire un cadeau à Thibaut parce qu'il est assez amoureux de son acronyme qui avait été créé avec la cellule de l'OMD France à l'époque où j'y étais pas encore. Donc, je vais lui laisser ce privilège. Ah, alors parle-nous de ton acronyme. Alors, on avait trouvé l'acronyme VIT, NVIT, donc VIT, NVIT, qui présentait les 7 familles où on pouvait retrouver des pathologies potentiellement graves, qui étaient du coup vasculaires, infectieux, traumatiques, neuro, viscéral, inflammatoire et tumoral. Donc c'est vraiment les 7 grosses familles où on allait pouvoir retrouver des problèmes assez graves chez nos patients. Donc c'est bien des fois une fois qu'on a fait un peu le tour avec notre patient dans le bilan, se rappeler un petit peu est-ce que viscéral j'ai tout vu, est-ce qu'il y a rien d'inflammatoire, est-ce qu'il y a rien d'infectieux, est-ce qu'il y a pas eu de trauma, au niveau neuro on est bien, au niveau infectieux il n'y a pas de souci, et au niveau cancer est-ce que j'ai pas un risque ou quoi, qu'il peut y avoir quelque chose, quoi. Euh, et ça, ce raisonnement-là, par exemple, Jean-Marie, vous pensez qu'il faut l'avoir de manière systématique avec tout le monde, ou est-ce que vous le réservez vraiment quand vous avez un patient que vous vous dites celui-là je le sens pas trop, il y a un truc Hmm. qui est pas clair. Bah là, on va revenir peut-être sur les notions qu'on a évoquées tout à l'heure de triage et de screening. Est-ce que je le fais de manière systématique? Je pense que oui, dans le sens où en fait, quel que soit le patient qui se présente, je vais envisager la potentialité qu'il y ait ces problématiques qui soient présentes. Après, je pense que est-ce qu'on pose systématiquement toutes les questions? Est-ce qu'on fait systématiquement tous les tests pour ces catégories-là? Certainement que non, dans le sens où en fait, ça viendrait pas vraiment à l'idée d'aller tester toutes les hypothèses envisageables avant de rencontrer le patient, après avoir posé déjà certaines questions ou après avoir su la présentation du problème. Je vais donner un exemple. Si je reçois un patient pour un problème de cheville, par exemple traumatique, s'il se présente au cabinet, qu'il arrive en tenue de sport et qu'il est venu en courant, bon, on peut déjà sûrement réduire la probabilité qu'il y ait une fracture quasi à zéro. Est-ce que je vais lui faire les critères d'Ottawa? Bah, peut-être pas. Euh, Par contre, c'est vrai que je vais envisager quand même cette hypothèse, mais elle sera tellement faible en termes de probabilité qu'il n'y a pas de nécessité forcément d'aller pousser plus loin au niveau soit des questions à l'anamnèse, soit des tests physiques en fait. Donc j'envisage systématiquement oui. Après, est-ce que dans le process, je fais systématiquement tout le temps la même procédure? Non. Après, je pense que du coup, il y a des patients pour lesquels on va se contenter de questions simples à l'anamnèse pour exclure certains problèmes. Je pense que ça coûte pas grand-chose de poser des questions sur des antécédents de cancer ou une perte de poids ou une certaine fatigue ou une altération de l'état général récemment euh, pour écarter un problème de ce type-là. Par contre, si clairement, suite à ces questions-là, il n'y a pas de choses qui m'évoquent plus le problème, je vais pas forcément aller pousser plus loin. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu pleinement. Si Thibaut, tu veux ajouter certaines choses, mais moi, j'envisage ça plutôt comme ça en fait. Thibaut, peut-être si Oui, tu veux ajouter quelque chose. bah, je suis plutôt d'accord avec Jean-Marie. Après, je pense que quand on est néo-diplômé, je pense que ça peut être intéressant d'avoir quelque chose d'un peu de systématique, des questions un peu qu'on va être tout le temps à poser pour finalement avec l'expérience se rendre compte que bah tiens avec ce patient-là il n'y a pas besoin, avec celui-là il n'y a pas besoin, enfin et vraiment en fait des questions sur le triage, on va en poser à tout le monde. Par contre, on va être spécifique avec certains.
C'est avec des gens que, justement, comme disait Jean-Marie, qui vient de se faire une entorse de cheville, il n'y a pas de raison, a priori, de lui tester ses nerfs crâniens. Et dans ce cadre-là, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que vous pensez des questionnaires de triage qui sont proposés, soit en auto-remplissage, soit remplissage avec une autre personne? Alors, je sais qu'il y a Mathieu Loubière qui avait traduit un questionnaire de William Boissneau. Et c'est quelque chose que beaucoup d'anglo-saxons font, que les patients viennent en fait 10 minutes à un quart d'heure avant leur première séance pour remplir cet auto-questionnaire. Donc c'est très intéressant. Le seul petit biais qu'il y a, c'est qu'il y a une étude qui était sortie et qui avait montré en fait que le fait de remplir ça, c'était intéressant, mais que les gens avaient tendance à minimiser leurs symptômes ou ne comprenaient pas forcément pourquoi on leur posait cette question-là. Du coup, ils avaient tendance à ne pas répondre forcément à la question. Donc ça nous obligeait finalement à redétailler toutes les questions avec le patient. Donc j'ai peur que ce soit presque plus une perte de temps finalement, puisqu'on doit le refaire systématiquement avec notre patient. Par contre, ce qui est intéressant, c'est dans le dernier livre de William Boissneau là sur le triage, il y a des questions par région qui justement vont nous permettre un petit peu de faire un screening des différentes catégories de familles qu'on a pu parler tout à l'heure. Et c'est intéressant. Moi, je sais que je l'ai dans mon bilan, notamment pour les étudiants quand ils viennent, pour avoir un petit peu toujours cette systématique de questions, quoi. Ouais, pour compléter, moi, Là où pardon, ouais, ce que la littérature montre, en fait, moi, je l'ai un peu expérimenté parce que je me suis inspiré de ta fiche bilan, Mathieu. Et du coup, j'ai utilisé le formulaire en fait traduit que j'avais revu avec d'autres articles il y a de ça 5-6 ans. Et en fait, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Thibaut. En fait, au final, je me retrouvais beaucoup à devoir reposer les questions et préciser. Donc en fait, je perdais un temps assez conséquent, je pense, et ça enlevait une part un petit peu de d'intuitif ou en tout cas de se laisser un peu guider aussi les questions. Alors après, il faut avoir un certain niveau de maîtrise, je pense, pour pouvoir le faire. Et c'est vrai qu'il faut être habitué à manipuler les questions un peu en lien avec les différentes catégories. Mais du coup, de pouvoir aller orienter en fait les questions en fonction de la présentation clinique qu'on a face à nous, donc du patient en question, de pas avoir forcément une systématique et parce que du coup sur le formulaire moi j'avais je pense une trentaine de questions euh, avec des signes et symptômes, il me semble. Euh, et, euh, et en fait, sur ces questions-là, on avait peut-être, on va dire, entre 5 et 10 qui étaient pertinentes pour un cas de figure, quoi. Donc, euh, moi, j'ai plus trouvé que c'était une perte de temps. Après, je pense que le compromis que j'ai fait dernièrement et qui est, à mon sens, plus acceptable, c'est que nous, on travaille sur un logiciel kiné euh, qui est assez connu. On a rentré des questions un petit peu plus spécifiques, comme disait Thibault là, inspiré de Boissneau ou de la fiche que tu avais pu traduire. Et en fait, c'est vrai que moi, je le vois beaucoup pour les étudiants qu'on a en clinica ou même en stage. Ça permet d'avoir un peu les grandes questions par catégorie. Et en fait, on passe les grandes catégories de pathos en se disant est-ce que ça pourrait être pertinent? On regarde les grandes questions et puis si vraiment il y a besoin d'approfondir, du coup, on pose les questions en lien. Et puis si vraiment il n'y a pas besoin, ben on coche la case suspicion non. Et puis du coup, ça permet de valider le fait qu'on a quand même examiné cette hypothèse-là sans forcément avoir eu besoin de poser davantage de questions, en fait. Et c'est une question qu'on nous pose beaucoup, notamment en formation continue, sur quel bilan il pourrait avoir en formation continue en fait dans notre formation sur le triage. Donc on a créé un bilan en fait dans notre cursus là pour pouvoir proposer aux gens. Nous on s'est vraiment distingué sur la lombalgie et le trauma de cheville en tension, mais on a fait deux bilans types on va dire avec les différents questionnaires, avec les différents tests, tout ça sur ces deux pathologies. Là où je vous rejoins sur l'outil utiliser un outil systématique, c'est que moi j'avais essayé également de le mettre en place et j'ai arrêté. Alors pour les mêmes raisons que vous, mais aussi parce que en réfléchissant bien, on est sur un exercice. Boissonneau, c'est un États-Unien. On est sur un exercice qui est pas le même qu'en France. Et en France, on touche. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir à la fin si on a le temps, mais on sait. Enfin, moi, je pense qu'il y a vraiment une sociologie d'exercice qui dépend des pays, et du système de santé. Et c'est vrai que avec notre système de santé actuel, c'est délicat de prendre plus de temps, le temps dont on a besoin pour à la base, je sais même pas si quand il l'avait créé, je me souviens plus, il devait être auto-prescrit ou pas, enfin auto-administré, pardon.
Mais effectivement, aux États-Unis, il y a aussi le problème de l'égalité, les problèmes de droit qui se posent. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est très dense et très complet pour protéger peut-être les thérapeutes s'il y avait un souci et que le patient t'a pas dit qu'il avait des parasites dans les membranes. Enfin, il peut pas t'attaquer pour une queue de cheval. Est-ce que je veux dire? Je me demande s'il y a pas aussi cette dimension-là qui explique que les exercices ils sont différents. Je sais pas quel est votre point de vue là-dessus. Oui, je pense que tu as raison, et ça doit être très protocolaire, tout ça. Après, on est un petit peu là-dedans aussi, nous, maintenant. Bon, on n'est pas autant, mais notre bilan, quand même, fait foi de nos soins et de notre prise en charge. Donc, si on n'a pas posé des questions à notre patient sur des pathologies potentiellement graves, est-ce qu'on peut être mis en cause aussi, potentiellement? Après, idéalement, je pense qu'en première intention, si un patient vient nous voir en première intention, je pense que ça reste intéressant d'avoir un outil, alors que ce soit celui-là ou un autre, peu importe, mais d'avoir un outil écrit un peu systématisé où on va être sûr de pas passer à côté des pathologies sérieuses, parce que c'est vrai que peut-être même aussi, moi je vois, je suis comme les autres, je pense que je suis un être humain, des fois on passe à côté des trucs parce qu'on n'a pas la tête à ça, parce qu'on est fatigué, parce que voilà, et ces outils-là peuvent aussi nous aider là-dessus, mais aussi nous, comme vous le disiez, nous bloquer parce que nous faire perdre du temps, nous remettre dans un process et c'est pas forcément très cool. Je pense à quelque chose, une question qui me vient là, parce que souvent on parle beaucoup des drapeaux rouges, donc ces signes ou ces symptômes qui vont éveiller notre suspicion pour des pathologies graves. Et peut-être que aussi vous en parlez dans la formation de tout ce qui est drapeau orange. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots? Ouais, les drapeaux orange, du coup, c'est des signes et symptômes qui nous évoquent des pathologies plutôt d'ordre psychiatrique. Donc ça va être des choses qui vont être aussi intéressantes à repérer, parce que c'est intéressant d'ailleurs parce que dans le dernier cours que j'ai donné en Belgique, je donne souvent des cas cliniques, et j'avais donné un cas clinique où il n'y avait pas forcément de drapeau rouge, mais il y avait des drapeaux orange d'un patient qui voulait se suicider. Et du coup, finalement, biomédicalement, en fait, il avait pas de soucis, mais psychologiquement, il avait des soucis qui allaient faire que finalement sa vie était en danger, et du coup, fallait le réorienter. Donc c'est aussi des thèmes qu'on aborde nous dans notre formation, mais qui sont importants à prendre en charge. Il y a plusieurs questionnaires, notamment le PHQ2, qui sont assez simples à remplir, qui nous donne un score du coup de 0 à 6, et ça va être intéressant de savoir s'il y a un fort risque de troubles psychiatriques ou psychologiques, et de très forte dépression, ou même des risques de suicide. Ça fait partie notamment des 9 choses à repérer selon Boissonneau dans la fin de son livre. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous prochainement pour la suite du podcast.